Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je me retrouve en voiture juste après avoir déposé les enfants à l'école, il est 8h35. Le réveil ce matin s'est super bien passé, les enfants se sont réveillés tellement tôt qu'ils ont eu le temps de pouvoir jouer après avoir pris le petit déj, etc. Et du coup là je les ai déposés, ils sont très contents d'y aller aujourd'hui à l'école, vu qu'ils ont leur activité de sciences et qu'ils ont sport en plus de ça, donc ils sont hyper contents. Là, moi, je vais à Lidl. Il va falloir que j'aille faire quelques petites courses. Je voulais voir si j'allais trouver du coup ce que je voulais à Lidl ou s'il fallait que j'aille à Auchan. Donc allez, c'est parti. Je vais voir ça. Il manque pas grand-chose, mais il y a quand même des petits essentiels qui manquent. Donc c'est parti. Je vais voir ce que je trouve. Ça va être une journée course aujourd'hui, je pense. Je viens d'arriver. Bien évidemment, je vais faire un petit tour dans les arrivages du jour. C'est plutôt que du bricolage. En tout cas, de ce côté-là, c'est que du bricolage. Ça, c'est très important. Gaufrier. J'ai l'impression que les mêmes choses reviennent tous les ans. Vraiment tous les ans. Ah oui, il y a ce set de casseroliers comme ça, de faitout plutôt, qui est franchement pas mal. À chaque fois, il me fait de l'œil. Je le prends pas, je le remets et à chaque fois, il me refait de l'œil. Il est à 24,99 € et vous avez 3 tailles différentes. De quoi faire la viande aussi. Ça, il va m'en falloir. Mais bon, je suis pas sûre que ce soit top. Je préfère acheter ceux que j'ai l'habitude d'acheter. Parce que le mien, il fonctionne quasiment plus. Je sais pas ce qu'il a. Bon, à peine arrivé, je repars déjà. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris quand même un petit truc que j'ai trouvé chez Lidl. J'espère que ça sera bien. Je vous montrerai. C'est, vous savez, les éponges comme les Beauty Blender pour le maquillage. Et le mien est bien fatigué. Ça fait longtemps que je voulais le changer. Et là, il y en avait de chez Lidl. Je me suis dit que j'allais tester. Pour 1,50 €, j'allais voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a? Rez-de-chaussée? Bah, et si le rez-de-chaussée? L'ascenseur est au rez-de-chaussée, mais il ne veut pas s'ouvrir. Bon, ça y est, je suis rentrée. J'ai fait du coup mes petites courses. Tout est encore en train d'attendre là devant moi. Rien n'a encore été rangé. En même temps, j'ai pas grand-chose. C'était 2-3 bricoles. Donc ça y est, c'est fait. Je suis rentrée. J'étais avec ma maman au téléphone. On papotait un petit peu. Et en même temps, je me suis posée pour regarder vos commentaires sur la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, pour moi, c'était celle de la routine ménage. Alors, à chaque fois que je poste des routines ménage, j'ai toujours en commentaire, puisque tu as la force de faire du ménage, puisque tu as la force de faire autant de choses, bah retourne travailler. Pourquoi tu restes chez toi? J'ai toujours ce style de commentaire et franchement, pour être sincère avec vous, c'est un peu agaçant, c'est même très agaçant parce que je ne comprends pas comment les personnes peuvent se permettre déjà de me dire retourne travailler, je ne vous ai rien demandé. À aucun moment j'ai fait une cagnotte en vous disant je n'ai plus les moyens, faut m'aider, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent. Je n'ai jamais rien demandé à personne, je ne demanderai jamais rien à personne. Donc je ne vois pas en quoi ça vous dérange que je bosse ou que je reste chez moi pour m'occuper de ma famille, de mes enfants, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous dire exactement, alors je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui. Je vais être assez crue, je vais vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se sont passées. Je me suis toujours dit, c'est peut-être pas le moment de le dire, mais là franchement j'y ai réfléchi à 10 fois depuis tout à l'heure. Ça tourne dans ma tête et je me dis j'en parle pas. Je voudrais vous dire exactement les vraies raisons, le pourquoi je suis à la maison, pourquoi est-ce que je ne travaille plus. Effectivement, il y a mes problèmes de dos, mais vous allez voir que c'est un tout. C'est pas que les problèmes de dos, c'est vraiment un tout. Et je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé, mais je vais être crue.
Franchement, je vous le dis tout de suite, je vais être crue, je ne vais pas arrondir les angles, je vais pas enjoliver la vérité, je vais vous dire exactement le pourquoi du comment. Âme sensible, s'abstenir, voilà. Donc, je commence par le début. J'ai mon diplôme, donc pour ceux qui ne savent pas quel métier je faisais avant, j'étais aide-soignante en gériatrie. Donc, j'obtiens mon diplôme d'aide-soignante et je commence tout de suite à chercher un boulot. Alors, pour ceux peut-être qui vont me dire, en tant qu'aide-soignante, tu peux trouver plein de postes différents. Donc moi, quand j'ai eu mon diplôme, je voulais absolument trouver un poste tout de suite et à chaque fois que j'envoyais des courriers, eh bien, j'avais tout le temps des propositions en CDD, c'est-à-dire c'était 1 mois, 2 mois, 6 mois et on verra plus tard. Moi, je voulais absolument quelque chose qui soit sûr et qui soit stable. Ça psychologiquement, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir de quoi demain va être fait, même si au final, on sait jamais vraiment de quoi demain va être fait. Mais niveau boulot, je voulais quelque chose de vraiment stable. Donc, et je le voulais tout de suite, je voulais absolument trouver un travail au plus vite, sachant que moi, j'ai vraiment toujours travaillé dans ma vie. Quand j'étais au lycée, c'est une petite parenthèse, mais quand j'étais au lycée, j'avais école du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, il y a eu une période où j'ai travaillé avec une personne âgée, où j'allais l'aider dans sa toilette, dans le rangement de chez elle, dans son ménage, etc. D'ailleurs, elle était médecin, cette dame-là. Et ensuite j'ai travaillé parce qu'il a fallu que cette dame soit vraiment prise en charge par quelqu'un de professionnel puisque elle était très âgée, elle se dégradait de plus en plus. Et ensuite, du coup, quand j'ai plus fait ce boulot-là, j'ai tout de suite voulu trouver un autre boulot et j'ai travaillé en boulangerie. Le samedi, dimanche, je travaillais en boulangerie en plus du lycée. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Et là, je voulais travailler tout de suite en tant qu'aide-soignante. En plus de ça, parce que j'étais déjà mariée et que j'avais des obligations forcément. Il y avait des factures qui rentraient tous les mois, enfin il y avait des choses. Il fallait absolument que je bosse. Donc les premiers qui m'ont proposé un CDI, c'était en gériatrie. Donc une dame m'appelle, une responsable m'appelle et me dit voilà, moi j'ai un poste à vous proposer. Est-ce que vous voulez venir voir ce que c'est, etc. Donc moi ravie, j'arrive. Je ramène mes notes puisque j'avais pas d'expérience, donc j'ai ramené juste mes notes et mes appréciations de stage. Elle était, pour être sincère, elle en était très contente. Voilà, les appréciations de stage, elle en était très très contente. Donc elle m'a pris de suite. Je vous avoue, quand j'ai fait le tour, alors je n'ai pas travaillé en EHPAD, je n'ai pas travaillé en maison de retraite, je n'ai pas travaillé en EHPAD, c'était un hôpital. Là où je travaillais, c'était vraiment un hôpital, sauf que j'étais en service gériatrie et c'était des personnes qui étaient grabataires, c'est-à-dire que c'était des personnes qui ne pouvaient pas manger tout seuls, qui ne pouvaient pas se laver tout seuls, qui ne pouvaient pas s'habiller tout seuls, qui ne pouvaient pas aller aux toilettes, qui ne pouvaient rien faire. C'était des personnes qui étaient allongées, qui étaient parfois recroquevillées comme ça. Donc, aller habiller une personne qui ne peut pas faire ça, ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Des personnes Alzheimer, des personnes qui vous insultent H24, mais ils y sont pour rien, puisque c'est leur maladie qui fait ça. Une personne qui est recroquevillée comme ça, mais avec les jambes aussi recroquevillées, donc allez l'habiller, allez la laver, allez la réveiller à 7h du matin, parce que moi, du coup, je commençais le travail à 7h du matin. J'arrivais à 7h, alors je vais vous dire exactement comment se passe une journée de travail. J'arrive à 7h du matin, on fait le briefing de comment ça s'est passé la nuit pour chaque patient, est-ce qu'il y a eu des soucis, est-ce que tout va bien, etc. Ça dure à peu près jusqu'à 7h20. À partir de 7h20, eh bien, chaque aide-soignante prend en charge ses patients. En règle générale, moi, quand j'ai commencé, j'avais à peu près 6 patients à peu près. Donc, les 6 patients, il fallait que je leur donne. Donc, moi, j'avais 6 patients et ma collègue avait 6 patients. Et du coup, les personnes qui étaient vraiment les plus difficiles à faire, les plus compliquées, les personnes qui étaient de forte corpulence, etc., eh bien, on les faisait ensemble. Donc déjà, ça nous faisait plus que 6 patients à faire, étant donné que si je faisais 3 patients avec elle, qu'elle faisait 3 patients avec moi, eh bien, ça nous faisait tout de suite 9 patients à faire. C'est beaucoup de travail. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, ils vont se dire que c'est que 9 personnes. Mesdames, prenez votre mari, allongez-le, demandez-lui de se recroqueviller, essayez de le laver, de l'habiller et de l'asseoir sur une chaise. Vous m'en direz des nouvelles. Pour les aides-soignantes, je pense qu'elles savent de quoi je parle, les infirmières, etc. Mais madame tout le monde, essayez de faire ça ou essayez juste d'habiller un enfant qui est en colère et qui se débat. Parce que bien sûr, on a des patients qui se débattent pendant toute la toilette.
Donc je disais, on arrive à 7 heures du matin, on réveille le patient et on l'habille. C'est que des personnes âgées, je répète, qu'on réveille à 7 heures du matin pour les habiller. Déjà, ça pour moi, c'était un vrai choc, vraiment. Je l'ai vécu très très mal au début de ma carrière parce que je me disais, mais merde, enfin, désolé du mot, ils sont en fin de vie, clairement. J'étais dans un service où tous mes patients étaient en fin de vie. Tous mes patients, tout le service était en fin de vie. On avait 40 patients. Ils sont en fin de vie et je les réveille tous les jours à 7 heures du matin. Ceux qui avaient un peu de chance étaient réveillés aux alentours de 11h30 midi vers la fin de ma tournée. Pour les habiller et les asseoir sur une chaise. C'est tout. Je les lave, je les habille, je les assois sur une chaise. Ils sont assis sur la chaise jusqu'à, je sais pas, 16-17 heures. Voilà, c'était ça. C'est ça leur routine, c'est ce qu'ils font toute la journée. Déjà ça, je l'ai très très mal vécu parce que je me suis dit, mon Dieu, si demain mes grands-parents sont dans cet état-là, pardon, est-ce que j'ai envie qu'ils vivent ça? Non, franchement, j'ai pas envie. Ensuite, donc voilà, ça a été pendant une année, 2 ans. Et au début, bien sûr, quand on arrive au travail, on a envie que tout soit minutieux, on a envie de prendre soin des personnes, on a envie de les habiller au mieux, de les laver au mieux, etc. Et plus ça va, et plus vous vous rendez compte en fait que vous avez mal, que vous avez des douleurs, parce que forcément, vous tournez des personnes qui sont lourdes, vous tournez des personnes qui se crispent, des personnes qui vous tirent, des personnes qui vous griffent, des personnes qui vous tapent, des personnes qui vous crachent dessus, des personnes qui... Voilà, tout ça arrive, mais c'est des... Encore une fois, ils n'y peuvent rien. C'est leur maladie qui fait qu'ils sont comme ça. Ces gens-là n'ont pas toute leur tête. Donc voilà, et plus ça va, plus j'avais des douleurs dans le dos, plus ça allait, plus j'avais des grosses douleurs. Quand j'allais chez le médecin, il me donnait des médicaments, mais ça ne me faisait pas vraiment effet parce que j'avais de plus en plus mal. Et bien sûr, plus j'ai mal, je vous répète que je travaillais dans un service hospitalier, que je travaillais à l'hôpital, donc j'avais des médicaments à disposition. Sachant que je connaissais tous les médicaments, puisque j'avais des patients qui avaient d'énormes douleurs, donc ils avaient des médicaments qui étaient assez forts, et quand j'avais très très mal, 1 fois, 2 fois, je vais essayer de prendre un médicament j'ai la pharmacie à disposition, donc je prenais un médicament pour me soulager un petit peu. Au bout d'un moment, je me rends compte que je prends beaucoup de médicaments qui sont sur ordonnance et moi je les prends, et plus ça va, plus en fait je me rends compte que finalement je me suis trop habituée à ce médicament là, donc j'augmente la dose moi-même, ou alors c'est l'infirmière qui va vous donner le médicament mais en vous disant fais quand même attention, normalement je suis pas censée te le donner, mais la pauvre elle vous voit tellement souffrir qu'en fait elle vous donne le médicament, donc vous le prenez. C'est de plus en plus comment dire, les effets du médicament sont de plus en plus dangereux. Mais bon, je continue quand même à faire comme ça. Donc au début, il faut savoir que quand j'ai commencé en tant qu'aide-soignante, je n'avais pas le permis. Donc après, je rentrais, souvent je m'endormais puisque c'était des médicaments qui me donnaient quand même sommeil. Donc je les prenais à la fin de mon service, souvent je m'endormais dans les transports, etc. Et plus ça allait, plus je prenais des médicaments de plus en plus forts. Au bout d'un moment, j'ai eu le permis, voilà. Et surtout, j'ai eu des enfants. Donc j'ai eu des jumeaux et il faut savoir que j'avais mon travail, je commençais à 7h et je finissais à 14h30. J'allais chercher ensuite mes enfants à 14h30, j'allais à la crèche, donc à 15h, il fallait que je sois à la crèche pour récupérer mes enfants. Et ensuite, quand on rentre à la maison, j'avais 1 heure de trajet pour rentrer chez moi. 3/4 d'heure, 1 heure. Ces médicaments-là, j'ai testé 1 fois les filles. J'ai pris la voiture en étant épuisée comme ça, j'ai failli m'endormir avec mes enfants dans la voiture. Oui, c'est dangereux, oui, je suis inconsciente, mais j'ai tellement de douleur en fait au bas du dos quand je faisais ce boulot-là que j'en pleurais. C'est pas une façon de parler, je pleurais. Je me mettais dans un coin et je chialais comme pas possible parce que j'avais mal, j'avais très très mal. Et donc au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté de les prendre ces médicaments-là et j'avais énormément de douleurs. Mais j'avais pas le choix, je supportais, j'allais au travail à 7h, je finissais à 14h30, j'allais récupérer mes enfants à la crèche, ensuite je rentrais à la maison, il fallait s'occuper d'eux, il fallait leur préparer à manger, il fallait supporter 2 bébés en plus de votre fatigue, etc., etc. Enfin voilà, et le lendemain, rebolote. Excusez-moi, j'ai été coupée, donc je vous disais, je prenais des médicaments de plus en plus forts, et puis à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu mes enfants, parce que je conduisais, etc. Donc, je prenais des médicaments qui ne faisaient pas forcément vraiment effet. Et puis, il s'est passé un truc, c'est qu'à un moment donné, on a eu, je sais pas, il y a eu une restriction du personnel.
Voilà, il y a eu du personnel en moins, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça ou pas. On a eu du personnel en moins et là, on ne s'occupait plus de 6 patients, c'est monté. Un jour, on en avait 7 et puis 2 semaines après, on en avait 8 et puis 2 semaines après. Et puis à un moment donné, c'est arrivé à 10 patients. On avait 10 patients chacune. Sachant que si on allait aider une collègue, on en avait 11. Donc, si vous vouliez faire votre travail correctement, vous commenciez vos toilettes à 7h30 du matin et vous alliez les finir peut-être à 14h. Si vous faisiez vos toilettes telles qu'elles étaient, telles qu'une toilette correcte devait être faite, telle que vous deviez installer votre patient correctement, vous n'auriez pas fini avant 14h. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était énorme parce que quand on avait des intérimaires qui venaient travailler, les intérimaires venaient, faisaient un patient et elles prenaient leurs affaires et elles repartaient. Je vous le jure, les filles. C'est pas une, deux, trois, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'aides-soignantes qui sont venues en intérim et qui nous ont dit mais c'est de la folie là, pourquoi vous travaillez comme ça? Elles ont pris leurs affaires et elles sont parties. Elles ont tout laissé en plan. Les patients qu'elles laissent, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc il faut les déviser en plus pour que chacun prenne un ou deux patients en plus pour qu'on puisse le faire. Donc voilà, il y avait de plus en plus de boulot et au moment juste avant le Covid, on a fini à peu près avec 12 patients chacun. C'était infernal. C'était vraiment infernal. C'était très, très, très fatigant. Il faut savoir que moi, quand je finissais quand j'avais un jour de repos, par exemple, j'avais aujourd'hui de repos et demain, je devais reprendre le boulot. La veille de reprendre le travail, je pleurais comme une madeleine. Je pleurais comme une madeleine parce que j'avais pas envie de retourner travailler. Je dirais pas que j'étais en dépression parce que vraiment c'était juste ça. C'était juste la veille de retourner au boulot et le matin même qui était difficile. Et puis après, bon, je reprenais le cours de ma vie, j'allais bosser, je rentrais chez moi, je rentrais épuisée, etc. Mais tous les jours, quasiment tous les jours, à chaque fois que je devais aller travailler, surtout après un jour de repos. Ça me faisait ça surtout après un jour de repos, quand je savais la charge de travail que j'avais et que l'épuisement que j'allais avoir, les conditions dans lesquelles j'allais travailler, j'en pleurais vraiment. Un jour, il y a eu, pour la petite anecdote, un jour, on a eu une réunion. On a eu une réunion du personnel avec les cadres, avec les médecins en chef, etc. Et en fait, on avait eu cette réunion-là parce que on a eu une collègue qui a essayé de sauter. En fait, on avait, dans l'hôpital où je travaillais, on a des espèces de... En fait, c'est fait comme un riad. On a les chambres tout autour comme ça et au milieu, c'est un espèce de grand trou. Et quand vous regardez en bas, en fait, vous voyez la réception. Et on a une collègue qui a essayé de sauter par là, qui a essayé de se suicider clairement parce qu'elle était épuisée, parce qu'elle en avait marre. Sans parler de toutes celles qui sont parties en dépression, bien sûr. Et en fait, il y a eu une réunion, il me semble que c'était parce qu'il y a eu cette collègue qui n'allait pas bien. Et du coup, la réunion nous explique du coup que maintenant, on ne peut pas faire autrement, que c'est 10 patients minimum, que c'est comme ça, qu'on a moins de personnel, etc. etc. Et là, j'ai une collègue qui se lève et qui dit à la médecin en chef, qui regarde le médecin en chef, pardon, et qui lui dit, d'ailleurs, ma collègue, donc c'était une dame, et le médecin, c'était également une dame, et elle lui dit, mais vous vous rendez pas compte, là, c'est de la maltraitance qu'on fait envers nous déjà. Déjà, c'est de la maltraitance envers nous, et en plus de ça, nous, on remet cette maltraitance-là envers les patients parce qu'on n'arrive même pas à s'occuper correctement d'eux. Et vous savez ce qu'elle lui a répondu, et je vous jure que ça nous a tous choqués. Et je la cite et je n'en rajoute pas un mot. Elle lui a dit, madame, si vous n'êtes pas contente, c'est comme ça et ça ne changera pas. Partez, cherchez-vous un autre boulot. Elle lui a répondu comme ça du tac au tac. Cherchez-vous un autre boulot parce que ça ne changera pas et parce qu'on n'est pas prêt d'avoir du personnel en plus. Voilà. Ensuite, on a eu notre ami Covid. Voilà, qui est arrivé entre-temps. Notre ami Covid s'est installé. Il est venu. Sachant qu'au début, on n'avait pas de protection. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du Covid, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas de masque, donc au début, nous, on arrivait, on n'avait pas de masque. Ensuite, au bout d'un moment, on arrivait à la réception, on avait le droit à un masque par jour et on devait signer comme quoi on avait pris ce masque-là. Voilà. Après, il y a eu... moi, j'ai une petite anecdote où quand je vais vous dire clairement en fait ce que j'ai vécu, je ne vais pas tourner. Un jour, j'allais avec une collègue, il y avait moi et une autre collègue, on devait s'occuper de 2 patients différents. Les 2 patients avaient le Covid.
Et l'infirmière qui était là ce jour-là était une très bonne amie à ma collègue qui allait aussi s'occuper d'un patient qui avait le Covid. Quand on allait voir un patient qui avait le Covid, on enlevait notre masque et on mettait un masque FFP2. Donc, c'est les masques, vous savez, en forme de canard. Nous, on appelle ça en milieu hospitalier les masques canards aussi. Et donc, elle lui a dit, bah, tiens, un masque canard. Et quand je lui ai dit, bah, j'en ai besoin parce que mon patient aussi, il a le Covid, elle m'a dit, ah bah non, enfin bon, on s'est disputé. Elle n'a pas voulu me donner le masque parce qu'il n'y en avait pas assez. Et que du coup, pour le peu qu'elle avait, elle l'a donné à ma collègue. Il devait lui en rester peut-être 2 ou 3. Elle a préféré les garder. Donc ça a fait, moi j'ai pas du tout accepté, je suis partie en larmes, j'étais pas bien, c'était complètement injuste et je me suis retrouvée, j'ai appelé le médecin en chef, j'ai appelé ma cadre, la cadre supérieure, etc. Enfin voilà, ça a fait un grand bruit parce que j'ai pas du tout accepté. Et quand ils sont venus, ils m'ont tout simplement donné un masque et ils lui ont dit oui, ça se fait pas de faire ça, un point c'est tout. Voilà comment s'est terminée cette histoire. Et puis, on n'en a plus parlé depuis ce jour-là. Et on m'a dit, bah Mal, tu sais, tout le monde a la pression en ce moment, etc. Et puis, de toute façon, on ne peut rien faire. Tu vois qu'on n'est pas, on est en sous-effectif, on ne peut pas se permettre de retirer une infirmière. Voilà. Donc, c'est passé comme ça. Cet épisode-là est passé. Tout notre service est devenu un service Covid, puisque tous nos patients ont eu le Covid. On avait 40 patients, les 40 avaient le Covid. Et il faut savoir que, en fait, ils mouraient tous les uns après les autres. Clairement, ils mouraient tous les uns après les autres. C'était au premier confinement. Là, je vous parle au premier confinement où tout le monde était chez soi. On était tous enfermés chez soi. Bah, tous ceux des milieux hospitaliers, des hôpitaux, des cliniques, etc. Bah, on se levait tous les matins pour aller au boulot. D'ailleurs, moi, vu que c'était moi qui sortais à chaque fois, c'était moi qui devais faire les courses, etc., etc., ce qui était normal, j'étais déjà dehors. Donc voilà, j'ai travaillé pendant tout le premier confinement. Et du coup, ça s'est très mal passé parce qu'on n'avait pas de protection. On avait tous très très peur. On arrivait tous les matins en ayant une boule au ventre. On avait tous extrêmement peur pour nous et pour nos familles qui étaient à la maison. Parce que nous, on rentrait, on ne savait pas si on l'avait ou pas. Et là, tous nos patients commencent à mourir les uns après les autres. Et il faut savoir, petite parenthèse que je ne vous ai pas dit, un jour, c'était avant le Covid, je crois, j'étais en train de parler avec maman et je lui expliquais et je lui disais, mais maman, tu sais, maintenant, moi, quand je vois quelqu'un qui est mort, eh ben, je suis désolée, hein, je vais être très, très crue. Quelqu'un qui est mort devant moi, eh ben, ça me fait plus rien. Ce qui est vrai. Parce que j'ai tellement l'habitude de voir de morts que ben, c'est une habitude, en fait. Tous les jours, quand je rentre au boulot, il y a quelqu'un qui vient de décéder. Donc, ben, je me dis, ah, c'est triste pour la personne, surtout si elle a de la famille. C'est triste pour sa famille, ils vont être pas bien. Mais c'est tout, je m'arrête à là. Faut savoir que quand quelqu'un décède à l'hôpital, nous, on n'est pas dans un service mortuaire. Donc, nous, on ne lui fait pas la toilette mortuaire. Mais quand même, on doit rendre quand même la personne présentable pour ses parents, sa famille qui vont venir la voir. Donc, il faut qu'on la rende un minimum présentable. Donc, en gros, on lui fait une petite toilette. Et ben, au bout d'un moment, on le fait machinalement. En fait, on arrive, ah bonjour, les transmissions du bassin, telle personne, elle est décédée. Quand vous avez votre listing de personnes de qui vous devez vous occuper, si elle est dans votre liste, et ben, elle est dans votre liste, point. Vous devez aller avec une collègue, vous lui faites sa toilette et c'est fini. C'est comme ça que ça se passe. C'est la réalité des choses, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, je rentrais, on lui faisait la toilette. Et puis, c'est devenu une habitude, puisque je faisais des toilettes mortuaires, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours à peu près. Donc, le fait de voir une personne décédée devant moi, c'est devenu normal. Et quand j'en ai parlé à maman, elle me dit, mais c'est pas normal. Je lui dis, mais si, maman. Et elle arrêtait pas de me répéter, non, Amal, c'est pas normal de voir quelqu'un de mort. Et je lui disais, mais moi, ça me fait plus rien. Quand je vois quelqu'un qui est décédé devant moi, je me dis, bah oui, c'est triste, mais il est décédé, quoi. Voilà, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas être effrayée, je ne vais pas me mettre à pleurer, non. Bon, bien sûr, si c'est quelqu'un de ma famille, ça sera autre chose parce qu'il y a des sentiments, etc. qui parlent. Mais vous imaginez bien, si tous mes patients, je me mettais à pleurer, et si tous les patients, j'étais triste, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. Au bout d'un moment, on va en dépression, c'est mieux pour nous. On va dans un hôpital psychiatrique, c'est mieux. Donc voilà, et ensuite, il y a eu le Covid, et les Covid, bah, c'était encore pire. Hein. On avait... Je vous ai prévenu, j'allais être crue. On avait 3-4 morts par jour. En moyenne, on avait 3-4 morts par jour. Et ben, on avait 3-4 morts par jour. On leur faisait leur toilette très vite fait. On les descendait en chambre froide. Et voilà, et c'était tout. Et on branchait le lit de la chambre froide.
Et c'était devenu un rituel. Moi, je suis du genre, ma personnalité à moi, je suis du genre à me dire toujours, il y a pire que toi. À chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose dans la vie, je me suis toujours dit, il y a pire. Il y a pire. Et je suis comme ça. Et Dieu merci que je sois comme ça. Je ne m'autorise jamais à tomber en dépression. Je peux être déprimée un jour, 2 jours. Et voilà. Et après, c'est bon. Après, je me lève, je me fais une bonne douche et je m'occupe de chez moi et je m'occupe de mes enfants et je me dis, allez, c'est bon. On ne va pas rester comme ça. Ma personnalité est comme ça. Et là, avec le Covid, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je me suis rendu compte que vraiment la mort était devenue normale pour moi. C'était vraiment, il y avait les conditions du Covid qui faisaient que j'étais morte. Dans tout ça, il y a toujours les douleurs. Hein. Les douleurs du dos sont toujours là. Les médicaments pris à outrance, j'ai repris. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Enfin, voilà, au bout d'un moment, pour être clair avec vous, j'ai repris les médicaments à outrance. J'en prenais n'importe quand, à n'importe quel moment, n'importe quelle dose. Je prenais ce qui me tombait sous la main. Clairement, ce qui me tombait sous la main. Et du coup, il y a eu le Covid, donc il y a eu toutes ces douleurs de dos. Il y a eu toutes ces personnes qui décédaient devant moi. Il y a eu plein de fois où j'allais voir la personne et j'étais tellement occupée parce que j'avais tellement plein d'autres patients, etc. Ce qui arrivait à toutes mes collègues, hein, pas qu'à moi. Et je lui disais, mais vous inquiétez pas, je reviens. Vous revenez 1 heure, elle est partie, la dame. Elle est partie. Elle est décédée. Et à ce moment-là, vous lui faites la toilette mortuaire. Pas la toilette mortuaire, mais vous faites en sorte de la rendre présentable. Et puis, il y a eu aussi pendant le Covid le moment où les patients, enfin, la famille des patients ne pouvait pas rentrer voir leur famille quand ils décédaient. Et ça, c'était un brise-cœur parce qu'on avait des coups de fil tout le temps. Et on nous demandait mais comment ils vont, etc. On essayait d'enjoliver un peu les choses, pas trop mal, etc. Jusqu'au jour où ils meurent, on leur dit bah, ils sont partis. Et on n'était pas bien, parce qu'ils ne pouvaient même pas les voir en fait. Hein. C'était, je vous rappelle qu'au début du Covid, quand on décédait du Covid, je crois qu'on vous enterrait avant même que votre famille ne le sache, enfin, sans que votre famille ne soit là. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Donc ça, moi, ça me brisait le cœur. Et puis, un jour, je suis venue voir mon mari. On était en plein Covid, je crois qu'on était lors du 2e confinement. Je suis venue voir mon mari et je lui dis, là, j'en peux plus. Je lui dis, là, je suis au bout du bout. Il m'a dit, oui, mais c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter de travailler. Voilà, il a essayé de me convaincre, c'est qu'un moment difficile et ça va passer. C'est pas possible, et puis on a le crédit de notre appartement, etc. Enfin voilà, il a essayé de me convaincre et de m'expliquer par A plus B que c'était pas que c'était peut-être pas une bonne décision, qu'il fallait peut-être y réfléchir un peu plus. Et là, je lui ai dit, écoute-moi bien, ou j'arrête de travailler, ou j'ouvre la fenêtre, ou un jour tu vas rentrer à la maison et tu vas te rendre compte que j'ai sauté par la fenêtre. C'était ou ça ou ça. Je pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais au bout de moi-même. J'étais arrivée à un stade où je voulais pas tomber en dépression. J'avais des enfants qui étaient petits et qui avaient besoin de moi. Et j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus. Mon corps n'en pouvait plus. Mon esprit n'en pouvait plus. J'avais l'impression de maltraiter ces patients H24. J'avais l'impression de maltraiter mon corps aussi, et je me disais, mais mes enfants, quand ils auront 15 ans, ça se trouve, je serai en fauteuil roulant parce que j'en pouvais plus, j'avais trop de douleur. Et la souffrance des gens que j'avais au téléphone, ça faisait beaucoup trop pour moi. Ça faisait beaucoup trop. Et je lui ai dit ce jour-là, vraiment, il était dans le salon, j'étais dans la chambre, et je suis sortie. Et je lui ai dit, Faisal, si je n'arrête pas de travailler, un jour, je vais sauter par la fenêtre. Il ne faudra pas t'étonner de ça, je t'aurais prévenu. Et là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, stop, ne retourne plus jamais au boulot. Et ce jour-là, j'ai arrêté d'aller au travail. Ce jour-là, je suis partie dans ma chambre, j'ai appelé ma responsable et je lui ai dit, plus jamais je reviendrai au travail. Plus jamais. Elle m'a dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème au boulot? Je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai des douleurs de dos qui sont insupportables. Il y a des conditions de travail, moi je ne pouvais plus supporter. Voilà, je ne pouvais plus supporter du tout ces conditions de travail-là. Je lui ai expliqué et elle m'a dit, je vous comprends. Ma responsable m'a répondu, je vous comprends, prenez soin de vous. Et voilà la réalité des choses et voilà comment se sont passées réellement les choses.
Sur ce, je vais vous laisser ici parce que je pense que cette vidéo va être extrêmement longue sinon. Et je suis désolée si ça a été mélancolique.